Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Le fameux restaurant qui est situé au 1400 rue Yves Blais, qui est présentement ouvert, mais dès 16 h seulement. C'est une émission qui va dans toutes les directions, qui est disponible sur Facebook, sur Kim Arena Flashback, comme vous le savez. Et nous sommes en édition Studio sans contact. Aujourd'hui, notre deuxième invitée est une femme dynamique, aux multiples fonctions. Elle est notamment coach, formatrice, conférencière, thérapeute, auteure, et j'en passe. Elle propulse ainsi les gens vers le mieux-être. Certains disent croissance personnelle. Nous aurons donc de belles choses à explorer. Nous recevrons une invitée très plaisante à écouter, Claudine Blier. Mais tout d'abord, pour ouvrir cette belle émission, notre première invitée vit de sa passion qui l'anime depuis toujours, à l'aide de la numérologie, de la naturopathie et aussi du tarot, entre autres. Elle aide particuliers et entreprises dans leur développement et leur prise de décision en vue d'un meilleur futur. Avec nous, une femme occupée dont l'ouverture d'esprit et le verbe représentent quelques-unes de ses plus belles qualités, Pascale Manon-Vachon. Bonjour Pascale. Bonjour, merci de me recevoir à l'émission. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue à l'émission. Je sais que tu es très occupée. Étant une femme d'affaires, beaucoup de consultations, ainsi de suite. Fait que je sais que tu es occupée. Tu devrais quitter quand même assez rapidement. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Tu as plusieurs fonctions, plusieurs approches. On va s'attaquer directement à la numérologie parce que tu es numérologue, tu fais de la naturopathie, comme je le mentionnais, tu es conférencière, tu fais également du tarot. Si on va sur la numérologie, ma question, pourquoi les chiffres, et pas seulement d'un point de vue mathématique, nous en disent autant sur le présent et sur l'avenir? Les chiffres sont venus à moi. OK. Oui, moi, la numérologie, c'est vraiment venu à moi dans le sens que c'est en lien avec la santé. OK. C'est vraiment les chiffres. C'est à l'âge de 33 ans que j'ai eu un pépin de santé. Ben oui, c'est ça que tu me déjà de la disais. numérologie auparavant, mais là, on dirait que le 33, ça a été vraiment... Et 33, c'est particulier. Je veux dire, c'est un classique, c'est l'âge du Christ. Oui. Tout ça. Et mon chemin de vie, en numérologie, je suis une 33 Ouais. également. Ben, on pourrait parler immédiatement de ta carte d'assurance maladie. C'est quoi le phénomène qui s'est passé avec ça? Parce que je veux dire, ta carte d'assurance maladie, il y a des chiffres qui sont vraiment particuliers. Mais quand j'additionne, dans le fond, il y a les 4 premiers, c'est des lettres. La suite, quand j'additionne les chiffres, ça égale aussi 33. Ah, ben, tabarouette, c'est justement le Canadien dans l'actualité présentement, et Carey Price nous rappelle Patrick Roy, qui portait le 33. Et le 3, c'est l'abondance au tarot. C'est un bon chiffre, finalement. En double. Oui. L'histoire de la numérologie, peux-tu me dire d'où ça vient, tout ça? Pas juste dans ton vécu personnel, mais au niveau de l'histoire de l'humanité. La numérologie a toujours été présente en quelque part. Je veux dire, on parle de millénaires, selon moi. Effectivement, la numérologie, c'est, en tout cas, quand on recule, c'est Pythagore qui a inventé. Pythagore, à la base, c'est un mathématicien, un astrologue et un astronome. C'est lui qui a créé la table des multiples. Okay. En lien justement avec... ça date de à peu près 6e siècle avant Jésus-Christ. Wow, ça fait un certain temps. Quand même, oui. L'ésotérisme maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce terme-là qui peut-être est un peu dépassé et qui ne jouit pas toujours d'une bonne presse. Est-ce que tu te considères comme une ésotérique? Pas du tout. Pas du tout? Non, pourquoi? Aucunement. Pour moi, la numérologie, c'est c'est plus... scientifique, c'est plus de calculer. Alors, pour moi, numérologie et ésotérique, ça va vraiment pas ensemble. Ah non? Non. Même parce que toi, tu considères que c'est une science exacte. C'est très, très précis, effectivement. C'est ça. Oui. Oui. Pour les particuliers et les entreprises qui vont te consulter, qu'est-ce que tu offres avec ton expertise? Tout dépendant du besoin, ça peut être un alignement personnel. Ouais. Si on prend un individu, ça peut être un alignement au niveau personnel, professionnel, au niveau de la vie amoureuse. Okay. Si on prend l'entreprise, ça peut être vraiment d'aller voir, de s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est important dans une entreprise d'être entouré des bonnes personnes. Ça peut être également d'aller voir... C'est l'une des clés. Oui, effectivement. Si tu es mal entouré, mais continue. Mais aussi d'être capable de déléguer, tu sais, c'est très difficile en tant que chef d'entreprise, mais d'être capable de déléguer à la bonne personne, mais est-ce que la personne est en équilibre avec elle-même à la base? C'est important aussi. D'aller voir c'est quoi les forces de l'entreprise. Chaque entreprise a beaucoup de numéros. Autant un individu en a beaucoup de numéros, autant qu'une entreprise a beaucoup de numéros. Tu sais, quand je parle de numéros, je parle du NEQ d'entreprise. Okay. Mais c'est à évaluer ça justement dans une rencontre. Je peux aller voir les prix d'entreprise, je peux aller voir les forfaits. J'ai fait des forfaits auparavant avec une photographe, avec une esthéticienne, qu'on a bâti des forfaits ensemble selon où ce qu'elle désirait aller. C'est vraiment ça l'objectif.
les gens qui vont te voir principalement, là, c'est quoi une consultation typique? Disons, là, je vais te voir, puis j'ai une ou deux questions, là, que ce soit sur ma vie personnelle ou mon entreprise. Une consultation typique, ça se passe comment? C'est quoi? J'ai goût de te dire qu'il n'y a pas aucune consultation. C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est vraiment du cas par cas parce que je me laisse toujours inspirer du moment, qu'est-ce qui arrive. C'est sûr qu'il y a quand même une base. C'est sûr que si on parle au point de vue de l'individu, le chemin de vie, pour moi, c'est la base. Okay. C'est la base de savoir si la personne est en équilibre, déséquilibre ou est complètement négatif en lien avec son chemin de vie. Fait que ça, mettons, au niveau de l'individu, ça, c'est une base que j'applique tout le temps, que j'enseigne à mon équipe, parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi également. Là. Au niveau de l'individu, c'est vraiment d'aller calculer les chiffres. Ça, c'est pas mal la base, puis après ça, ben là, je laisse aller l'intuition. Tout ça, cette passion pour les nombres, les chiffres, les numéros, ça vient d'où dans ta vie personnelle? Tu as commencé plutôt jeune. Y a-t-il un élément déclencheur, une étrangeté, quelque chose qui s'est produit? Qu'est-ce qui fait que tu es dans la numérologie? C'est vraiment un hasard de la vie. Bien, les chiffres m'ont toujours intriguée. Mettons, j'allais à l'épicerie, puis genre une canne de bine, je numérisais tout le chiffre, le V8, tout. Puis c'est pas parce que je leur retenais les prix. On dirait que ça se faisait automatique. J'ai comme le cerveau qui captait vite les chiffres. Et puis, parce que dans le fond, les chiffres, c'est quelque chose, les langues, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment une force en lien avec les chiffres. T'étais bonne en maths? Pas tant. Non, c'est vraiment, moi, le chiffre, d'imprégner le chiffre. Puis après ça, c'est que je me suis rendu compte qu'avec les chiffres, il y a vraiment une psychologie en arrière des chiffres que vient la numérologie. Mais pour bien répondre à ta question, c'est l'élément déclencheur, c'est vraiment le pépin de santé à l'âge de 33 ans. Ça a été mon élément déclencheur, fait comme, OK, qu'est-ce que, tu sais, Mané, il n'y a pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Puis il n'y a pas juste des coïncidences dans la vie. Tu sais, ton chemin de vie, c'est 33. Mon numéro d'assurance maladie, c'est 33. À cet âge-là, j'ai 33 ans. Tu sais, c'est beau de dire c'est des coïncidences, mais là, c'est... Puis même, quelque chose que je n'avais pas dit, j'ai même pris un produit naturel, puis j'ai fait le barcode, puis le barcode dit était 33. Tu sais, c'est particulier. Une petite question comme ça, une aparté. Est-ce que tu suis le hockey? Un peu, non? Pas bien. OK. Parce que je te parle de Patrick Roy comme tantôt, ça ne te dit rien. Ben oui. Un grand champion. Ah ben ça, oui, quand même. Oui, OK. Oui. Je l'écoutais par le passé dans le temps que mon grand-père était vivant, là, mais ça fait un bout que je l'ai. Et maintenant, le tarot dans tout ça. Oui. Moi, j'ai exploré beaucoup le tarot. Je trouve ça très intéressant. Tu en es arrivé à devenir tarologue comment? Puis cette passion-là, est-ce qu'elle est aussi grande que la numérologie? Ça, c'est un volet un peu plus ésotérique. Hein? Ça, on va le dire. T'sais, numérologie, moi, je vois aucunement ça ésotérique. Le tarot, c'est un petit peu plus ésotérique, mais je trouve que ça complète bien. Par moment, un exemple, qu'on tombe sur un 12. Le 12 en numérologie a moins de signification parce qu'on va aller voir 1 plus 2, ça fait 3. Ouais, mais c'est pendu au tarot, c'est pas trop bon. Ben, ça dépend de quelle façon qu'on le voit. Ça pourrait être la fin d'une ère. Oui, mais chaque carte a un côté positif et un côté négatif à faire attention. Fait que, comment c'est arrivé? Ben, c'est vraiment en m'amusant. Au début, à la base, c'était en m'amusant avec les cartes, à me faire des tirages, OK, pour telle journée. Fait que, tu sais, c'est vraiment des capacités que j'ai développées. Je suis allée faire quand même des cours pour me perfectionner, mais je laisse beaucoup rentrer la guidance, l'intuition et tout. Puis l'influence pour le tarot a été laquelle? C'est-tu encore un événement? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon chapeau prioritaire, c'est la numérologie. Mais je me sers quand même du tarot. Si le client te le demande. Pas nécessairement. Non? Non, si j'ai besoin d'aller compléter avec le tarot, je vais aller compléter. Mais les tarots font plus peur aux gens. Parce que, bon, le terme ésotérisme, mais ta définition de l'ésotérisme, c'est quoi? Ce qui est une approche finalement non conventionnelle. Tu dirais quoi sur ce terme-là, qui n'a pas nécessairement bonne presse, comme je le disais précédemment? Ésotérisme, moi j'associe ça aussi à la spiritualité. C'est d'avoir une ouverture de conscience qui va nous emmener justement à arrêter d'avoir des barrières et d'ouvrir nos horizons. C'est ce que j'ai le goût de dire à la base de l'ésotérisme. C'est de trouver des façons, en tout cas moi c'est ma définition, ça se peut que je vais checker dans le dictionnaire, là, mais c'est vraiment de percevoir les choses différemment, de voir qu'il y a peut-être des signes justement qui nous amènent à, quand il arrive des événements dans notre vie, est-ce qu'il y a une raison d'être? Moi, c'est ça qui m'a permis, je suis pas, je me considère pas comme une personne ésotérique, mais peut-être un petit peu plus spirituelle. Ésotérique, souvent... Qui se sert de ces outils-là? Oui.
J'espère que j'ai bien répondu à la question. Non, très bien, certainement. De toute façon, c'est ta réponse. C'est quoi ta plus grande fierté dans ce que tu offres, dans ce que tu as fait jusqu'ici dans ta carrière de consultante? C'est la création de mes outils de numérologie. Oui. Oui. J'ai eu la chance de créer 7 mini-guides de numérologie. Wow, c'est intéressant ça. Oui. Nous allons prendre une petite pause, Pascal. On revient immédiatement après, ça ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, qui fait référence au fameux restaurant de la Chenette. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenette. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Comme je vous le disais, je donne le numéro de téléphone dans le 450 pour la livraison et pour le fameux take-out, les commandes pour emporter et surtout pour les réservations. C'est maintenant ouvert dès 16h dans le 450. C'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une numérologue professionnelle et accomplie qui est également naturopathe et conférencière, Pascal Manon Vachon. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. N'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution pour une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution pour une infestation, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Parlons maintenant de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, soit Métro Plus Fogarty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté ici d'être associé avec une telle bannière qui est synonyme de qualité et de fraîcheur. Métro Plus Fogarty appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, juste à côté de Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. N'oubliez pas les 3 mots magiques, on se répète depuis le début du confinement, mais maintenant c'est pratiquement le déconfinement complet. Comment ça va? Ce sont 3 mots magiques. Appelez un ami, renouez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Et ça ne coûte pas cher, donc les 3 mots magiques, comment ça va? Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Une très bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Pascal, on va revenir à nos moutons. Toi qui es passionnée et experte, devant le scepticisme que tu dois parfois rencontrer face à la crédibilité et la véracité du tarot, de la numérologie, de ce genre de sciences qui sont parfois qualifiées d'être inexactes, mais moi j'aime bien dire que c'est une approche non conventionnelle. Quel est l'argument premier venant prouver non seulement leur utilité, mais aussi leur valeur réelle? Qu'est-ce que tu réponds aux sceptiques? Tu vas avoir une phrase clé, des fois, que tu réponds aux gens qui disent « Ah, ben là, toi, avec tes chiffres puis tes cartes, tu dis quoi? » Bonne question. Ah, ben ça, quand j'entends ça, ça veut dire que ça va bien. Ben, c'est du cas par cas. J'aimerais ça dire, j'ai pas de phrase prédéterminée. C'est vraiment du cas par cas, non. Puis, j'en ai une en tête, là. Elle était sceptique, mais moi, souvent, j'ai pas d'énergie à mettre de ce côté-là. OK. Il me garde. Si ça fait pas ton affaire, ben, ils ont juste à aller voir ailleurs, là, tu sais. Je m'excuse, mais tu sais, la personne, un exemple, j'ai vu une personne qui était sceptique. Elle a décidé de me suivre parce que ça l'intriguait, mais finalement, elle a fait ma formation. OK. Puis, finalement, ça parle quand même pas mal, les chiffres. Ben oui, c'est ça l'objectif. Les chiffres, la puissance des chiffres. Ça ne me trompe pas, moi j'y crois, je peux te dire ça. C'est une des premières choses que je regarde, même dans les numéros de téléphone. Des fois, on remarque que je connais quelqu'un qui est peut-être seul depuis un certain temps, et comme au tarot, le 9 qui est la solitude, mais le 9 revient continuellement, et parfois même la personne va changer de numéro, puis encore le 9 qui revient et qui revient, soit en additionnant, ou ça finit par 9, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est révélateur. Très révélateur. Je suis en train de te faire de la bonne presse, là. Je suis en train de vendre ton produit. Question suivante, ma chère Pascal Manon. Le drame ou la difficulté pour une personne faisant dans l'ésotérisme et la consultation, c'est le dommage causé par les charlatans. On voit ça dans le spiritisme. Il y a des gens, il y a, disons, la grosse période du spiritisme, il y a 150 ans, où les gens perdaient leur crédibilité, même s'ils l'étaient,
à prime abord en essayant de faire un coup d'argent ou quoi que ce soit. Tu me dis quoi sur le phénomène des charlatans qui viennent causer des dommages à ta profession en quelque sorte? Les charlatans, j'ai goût de dire qu'il y en a partout. Oui, c'est ça. Tu sais, on met plus l'accent sur ce volet-là, sur cette entreprise-là, mais des charlatans, il y en a de partout. Oui. Il y a des gens qualifiés, des gens moins qualifiés dans chaque domaine. Fait que moi, je fais ma trace, puis je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, je connais tellement mon sujet par cœur qu'à un moment donné, c'est comme tu laisses aller, tu laisses faire ce que les autres pensent. Qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant dans ce que tu fais? De venir à la radio, de venir à la télé. Ah oui? De faire qu'est-ce qu'on fait là présentement? Oui, vraiment. Ça, j'adore. D'enseigner, de transmettre mes connaissances, c'est vraiment pour moi. Et c'est sûr d'avoir une influence positive sur les gens, je veux dire. Mais souvent, les gens. C'est ta vraie paye. Mais oui, mais les gens vont critiquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors moi, c'est vraiment de prendre le temps de démystifier, de leur montrer finalement que ça fonctionne. Souvent, les gens vont dire ça parce qu'ils ne savent pas que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ils n'ont même pas essayé, ils vont condamner ou... C'est juger sans même avoir essayé. On appelle ça un préjugé. Ouais. Il y a peut-être un aspect méconnu de ce que tu fais qui est peut-être un petit peu plus difficile. As-tu un aspect, des fois tu dis, ben ça, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que les gens connaissent beaucoup plus l'astrologie que la numérologie. Okay. Ça, c'est sûr. Pourtant, c'est basé sur le même principe de date de naissance. Alors, c'est vraiment vrai. C'est vraiment basé sur la date de naissance. Il y en a un que, un exemple, on regarde dans le journal, je prends le bélier du 21 mars au 19 avril, c'est le bélier, approximatif, là. C'est le bélier, tandis que moi, pour découvrir mon chemin de vie, mais c'est vraiment plus d'aller calculer mon jour, mon mois et mon année de naissance. Fait que c'est un petit calcul, mais qui nous emmène à notre chemin de vie, qui donne les grandes lignes, comme moi. Je suis bélier, ça donne les grandes lignes de mon caractère, mais mon chemin de vie, ça donne les grandes lignes de caractère. C'est quoi ton ascendant? Moi, je suis ascendant Sagittaire. Bélier, ascendant Sagittaire. Bon, c'est bien, on a le même ascendant. Moi, j'aimerais que tu me fasses un commentaire sur un mot qui fait partie de ta vie, qui fait finalement partie de la vie de tout le monde, si on est à l'écoute du monde invisible, l'intuition. Tu me dis quoi là-dessus? Guidance. C'est la base de tout. Quand on est connecté, on a l'intuition. Les gens qui te consultent, est-ce que tu les diriges vers l'intuition? Tu leur enseignes à s'écouter finalement pour savoir s'ils sont dans la bonne chaise, comme on dit souvent? Il y en a que c'est de l'intuition innée, il y en a que c'est plus à développer. Ouais. Ça dépend de chaque personne. Je pense que tout à l'intérieur de nous, on a la possibilité de le développer. Il y en a, c'est vraiment des dons de naissance. Okay. Quand c'est un don de naissance, c'est vraiment d'aller voir s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des couches qui ont été mises par-dessus. Puis à un moment donné, un don, hein, c'est... plus qu'on va aller travailler sur nous-mêmes, plus le don se développe et un coup qui est développé, qui est présent, mais c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire là? J'aimerais maintenant que tu me dises pourquoi pas l'astrologie dans tes cartes, dans tout ce que tu offres. T'es-tu attardé à l'astrologie à un moment donné? As-tu eu des choix à faire? J'ai pas eu de choix à faire. C'est sûr que l'astrologie, j'ai un petit peu une petite base, mais je laisse ça à mon ami Alexandre Aubry. Ben oui. Pour moi, c'est les chiffres. C'est les chiffres, pour moi, qui est ma passion, qui est vraiment la force. Dans le fond, on appelle ça être synesthète. La synesthésie, c'est vraiment un genre de... le mot qui me vient, mais c'est comme une force que j'ai en lien avec les chiffres, que je vois les chiffres me parlent, les chiffres, pour moi, c'est de la psychologie d'avoir un chiffre. Donc, quelqu'un te donnerait pour ton anniversaire un chandail de hockey arborant le 33, tu serais heureuse. Oui. Même si tu ne le porterais pas. Oui, le chiffre 33, c'est mon chiffre, mais le 33 qui égale 6, si on fait 3 plus 3, ça fait 6. Fait que ça a été longtemps le chiffre chanceux de ma vie, le chiffre 6. Parmi tous les gens qui t'ont consulté, t'aurais-tu un cas extrême où quelqu'un se retrouve devant toi et tu vois vraiment un mauvais augure par rapport aux chiffres ou par rapport au tarot, puis que ça devient un cas vraiment particulier? As-tu une anecdote ou deux à raconter là-dessus? Là, j'ai un cas que je pense, vite fait comme ça, que j'ai décidé de ne pas la faire. Parce que là, c'était vraiment... Trop sombre? Trop de-delà de mes capacités. Oh wow! Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux les référer. Si je vois que c'est plus... Tu sais, moi, je suis pas là pour sauver, je suis là pour accompagner, de pouvoir aider, soutenir, réaligner les gens. Mais quand c'est un cas qui est trop lourd, ben, j'aime mieux le référer complètement. En terminant, quelques questions rafales. Je vais te laisser quitter parce que je sais que tu es très occupé. On est chanceux de t'avoir eu avec nous et on va se reprendre. Je voudrais que tu me dises un mot sur quelques phrases de mon cru
que je vais te lancer, puis tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Parfait. Le hasard n'existe pas. Ben oui, ça existe. C'est ça, mais tu me dis quoi à ce niveau-là? OK. Tu veux que tu élabores un peu? OK. Tu me donnes un synonyme ou que tu ailles un petit peu plus loin. C'est pas moi qui affirme, je te dis une phrase, on entend ça souvent, le hasard n'existe pas, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Le hasard n'existe pas, mais il y a les coïncidences existent. Qui veulent tout dire. Oui. J'en ai pas plus long à dire. Non, c'est correct. La loi du retour. Oh que oui! Hey, ça, j'y crois vraiment. Ouais, la loi du retour. Si t'as pas été fin, ben il va t'arriver des petites choses moins intéressantes. Vraiment, ça, effectivement, ou des fois on dit c'est le karma. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur le dos du karma. Ouais, ça, c'est trop facile. Là. Non, c'est ça. C'est une formule fourre-tout. C'est ton karma, tout ça, ben là, on est dans la réincarnation. Des fois, ça devient un petit peu loufoque. Phrase suivante. Aide-toi, le ciel t'aidera. Effectivement. J'approuve. Bon, mais tant mieux. Maintenant, la dernière petite phrase avant de se quitter. Écoutez sa petite voix, le troisième œil, le sixième sens. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Ben, c'est un synonyme d'intuition, mais... J'ai le goût de dire qu'habituellement, mettons, j'ai le goût de parler de moi. Moi, je suis une personne qui écoute beaucoup mon intuition et à chaque fois que je ne l'écoute pas, il arrive quelque chose. À chaque fois. Des fois, c'est un peu plus plate. Mais la petite voix, là, tu sais, des fois, on pense avec la tête, la petite voix, c'est celle qui arrive avant, là, puis des fois, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie que je l'ai mis de côté. Genre, non, je l'écoute pas, puis il m'est arrivé une bad luck. Fait que, pour moi, où ce que je suis rendue dans ma vie, l'intuition fait partie de ma vie et je me dois de l'écouter autant personnel que professionnel. C'est peut-être difficile, comment je pourrais dire, à approuver pour quelqu'un qui est strictement cartésien. Trop peut-être dans le factuel, mais je veux dire, le troisième œil, comme on dit, ou l'intuition, c'est tellement présent que si quelqu'un n'écoute pas ça, peut-être qu'il va s'attirer des choses un petit peu moins bonnes. Pascal, merci de distribuer ta passion dans une approche dite non conventionnelle, mais qui arrive à du succès pour les gens. J'en suis bien certain. C'était fort intéressant et apprécié. Je sais que tu es très occupé, donc on va se reprendre une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Pascal Manon Vachon. J'ai bien apprécié. Merci. Puis bonne fin de journée, Pascal. Merci. Merci. Je vous parle maintenant de nouveaux partenaires, une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée d'asphalte, de nettoyage, de colmatage de fissures, d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 514, le 754-0069. Maintenant, pour les amoureux de la musique, c'est tout nouveau. On appelle ça la radio des DJ. Vous aimez le dance music et la musique pour danser de toutes sortes depuis les années 50 jusqu'à présent. Vous n'avez qu'à télécharger l'application Simple Radio. Vous allez chercher le poste, la radio des DJ du Québec. Et puis, troisièmement, vous allez voir un petit sigle qui s'apparente à une pieuvre. Vous n'avez qu'à faire DJ Jeff Radio. DJ Jeff qui était avec nous il y a un certain temps. C'est vraiment très intéressant, la radio des DJ pour les amoureux du dance music. Maintenant, je vous parle de garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto qui est situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier et de longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, personnellement, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, un garage tout à fait particulier, au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, notre deuxième invitée est une femme ayant beaucoup d'influence positive sur les nombreuses personnes qui la consultent. Elle est coach de vie, thérapeute, formatrice et conférencière. Et la gestion du deuil est sa spécialité. Et depuis 3 décennies, elle accompagne les gens vers le mieux-être. Avec nous, une thérapeute ayant plusieurs cordes à son arc et dont la générosité n'a d'égal que son expertise. Je vous présente une femme dont le sourire est communicatif, Claudine Blier. Bonjour Claudine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Bienvenue à l'émission. Je suis content de te voir. J'avais bien hâte de faire cette entrevue parce que tu as vraiment des belles choses à raconter et comme je le dis, tu as une influence positive sur les gens qui te consultent. C'est bien le fun. Ma première question, comme je le dis, tu as beaucoup d'influence. Tu es, selon tes propres termes, libératrice de deuil, activatrice de passion, transformatrice de croyances. J'aimerais qu'on parle du nom de l'entreprise, CAP Coaching. Oui. Que tu nous définisses ça. Je vais te laisser dire les 3 mots, puis tu pourras élaborer, expliquer de quoi il en retourne.
Avec plaisir, mais premièrement, je veux dire merci de m'avoir invité à ton émission. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Pour répondre à la question, Cap Coaching, en fait, c'est le C pour la connexion à soi, parce que c'est vraiment essentiel d'être connecté à soi si on veut bien réaliser sa vie. Le A pour action et le P pour passion, parce que quand on est connecté à soi, on vit de notre passion, c'est tellement facile de passer à l'action, oui. Effectivement. Et c'est très important d'être, moi c'est une expression consacrée ici dans l'émission, d'être dans la bonne chaise. Si tu ne vibres pas, ça va être compliqué. J'aimerais maintenant, c'est une expression qui est à la mode, j'aimerais qu'on définisse coach de vie. Parce que finalement, c'est un peu ça que tu es, une coach oui. de vie. Tu as 30 ans d'expérience pour aider les gens. Tu as été dans le travail social. Si on faisait le parcours académique qui t'a mené à devenir coach de vie, puis après ça, tu me donneras la définition de cette expression-là. Ça te tente que je fasse tout mon parcours? Non, mais tu sais, les grandes lignes, là, parce que toi, tu es issu du travail social. Oui, c'est ça. Tu me dis, tu as mentionné au départ que je suis travailleuse sociale de formation. Effectivement, j'aime bien dire à la blague que je suis tombée dans le mode écoute dès ma naissance. OK? Fait que moi, j'ai une oreille surdimensionnée dans le sens que j'étais là... Tu avais des grandes oreilles à la naissance? Oui, c'est ça, je les ai raccourcies avec le temps. Mais j'étais vraiment là, dès le départ, pour écouter les gens. Oui. J'ai longtemps préféré écouter les gens que moi parler de mon histoire. OK. Okay? C'est bien ça. Tu pourras poser des questions peut-être plus tard là-dessus, mais j'ai longtemps été, moi, plus dans l'ombre. Et je donnais vraiment toute mon écoute aux gens. Okay. C'est ce qui fait que j'ai choisi de faire la formation de travailleuse sociale à l'université. Par hasard, hein, parce qu'il n'y a pas d'hasard, il y a des synchronicités dans la vie. Ouais, j'ai fait un grand détour par l'assurance. Et par la suite, à un moment donné, j'ai choisi de me choisir parce que je n'étais plus bien dans ce travail-là. Donc, j'ai choisi de quitter. Et j'ai été mise sur la route... vis-à-vis, en fait, je suis conseillère en hébergement aussi pour aider les personnes âgées à trouver des résidences. Et ça a été mis sur mon chemin de vie aussi. Donc, j'ai accompagné vraiment longtemps les gens dans une recherche de résidence en fonction de leurs nouvelles capacités. Et par la suite, je vivais des difficultés relationnelles assez importantes à la maison. Et à force d'être dans les conflits... C'était pas facile avec la famille. Ah oui, avec une de mes filles, à force d'être dans les conflits, j'ai choisi de faire la formation de thérapeute en relation d'aide pour mieux me comprendre, pour comprendre pourquoi j'étais autant dans la défensive dans ma vie. Et quel beau choix j'ai fait. Parce que ça me ramenait au cœur de moi. Puis à chaque étape que je fais, je franchis, mais j'atteins beaucoup plus de liberté d'être. J'ai transformé énormément de choses et là, j'ai ajouté plusieurs spécialisations, dont la spécialisation sur la gestion du deuil, qui m'a amené, cette formation-là m'a amené à exister dans mes couleurs, à être comme un feu d'artifice dans le ciel, à être contente de briller à mon tour. C'est ça. Là, tu vibrais parce que tu étais dans la fonction qui correspond à ce que tu es. Exact. Vraiment. Puis c'est à force d'avoir été une partie de moi, quand j'ai pu l'exprimer, c'était oh wow, c'est tellement magique, c'est tellement le fun d'être dans Tu as les yeux illuminés justement quand tu en parles. Ah oui, c'est vraiment, c'est puissant. Puis si je te parle d'une autre expérience qui a été très révélatrice pour moi, c'est quand j'ai fait le camp de base de l'Everest. Parce que je suis allée au camp de base de l'Everest. Pour moi, ça fait partie de ma formation. Pour aller au bout de soi-même? Ben, au départ, je te dirais la raison principale, Sylvie, que je suis allée faire le camp de base de l'Everest, c'est parce qu'on voulait faire un voyage qui était plus demandant en termes de trek, puis en haute altitude, moi et mon mari. Mais j'allais pas là pour faire du développement personnel. Mais c'est quand j'en suis revenue, là, j'ai constaté tout ce que j'ai pu concevoir, comprendre, connecter avec moi. Si je te disais que c'est la première fois au camp de base de l'Everest, quand j'étais à 5000 mètres d'altitude, que j'ai connecté avec qui je suis, avec ma vérité profonde. Tu expliques ça comment? J'explique ça parce que... le décor, l'isolement? Non, en fait, c'est que le camp de base de l'Everest, tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent. OK? Les premières journées de marche, tu as la tête qui n'arrête pas de rouler. Toutes sortes d'idées. Toutes sortes d'idées. Mais là, plus tu avances, plus tu es concentré sur tes pas, plus...
Moi, je regardais les roches, je regarde où je mets les pieds. Ça a été très demandant physiquement, donc ça m'a demandé à faire des pauses. Puis là, une année, il y a eu un calme qui s'est installé dans ma tête. Il y a eu des ondes de silence. Une espèce de sérénité. Je croyais pas que ça existait, des ondes de silence dans ma tête. Oui. C'est peuplé là-dedans, là. Oui. Mais de goûter à ça, ces ondes de silence-là, puis un moment donné, là, je te dis, j'étais à 5000 mètres d'altitude, moi j'ai été essoufflée longtemps, parce que j'ai souffert du mal aigu des montagnes, j'avais les jambes qui brûlaient, j'avais besoin d'une pause. Tu traînais une fatigue après tout ça, physiquement? Oui, ça m'a pris Oui, du parce temps. que tu étais au bout de toi-même. Exactement. Mais dans le moment où j'avais les jambes brûlées, essoufflées, je me suis dit, je prends une pause, je prends mes bâtons, dans ma tête, je me dis, c'est quoi l'idée de fou que ça t'a pris de faire un voyage Tu comme regrettais ça? à ce moment-là. Là, quand j'ai vu le panorama, là, je te dis, c'est un panorama à perte de vue, là, j'ai été émue. Et là, ça a vibré dans mon ventre, je me suis fermé les yeux. Et là, j'ai contacté une personne droite, fière, les bras tout grands ouverts, tout blanc vêtu. Et là, j'ai compris que j'avais fini de me cacher par peur de déplaire aux autres. Que j'étais née pour prendre ma place. Fait que ça fait partie de mon parcours. Parce que ce voyage-là a fait en sorte que ça a influencé ce que j'ai fait par après. Donc, je me suis spécialisée en gestion du deuil, comme je te disais. Je me suis spécialisée en animation d'atelier, en prise de parole en public. J'ai créé mes propres formations, justement, basées sur ce que j'ai développé au camp de base de l'Everest pour amener les gens à se propulser à leur tour. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir, je veux que tu me définisses coach de vie. Oui, en quelques phrases. Oui, ma dernière formation, c'est que je suis coach certifié en neurosciences appliquées. Oui, c'est ça. Donc, ça ça veut c'est dire vraiment... quoi, ça, d'une façon un peu condensée, pour que ça soit facile à comprendre? Condensé, c'est que c'est une approche qui a eu beaucoup d'études de fait au niveau du cerveau, puis le choix des mots, qu'est-ce qui fait résonance dans notre tête, d'avoir une connotation davantage plus positive, de savoir utiliser la séquence optimale pour pouvoir nous amener dans la réalisation de nos projets. Donc moi, c'est vraiment une combinaison. Moi, coach de vie, là, ma définition, c'est ma définition moi, en fonction de ce que je suis. Moi, je suis une accompagnatrice, une éveilleuse de conscience. Je suis là pour faciliter la vie des gens, mais surtout pour aider aux gens à prendre conscience des fonctionnements qui sont limitants dans potentiel, oui, c'est ça. Oui, fait arrêter de rester pris dans le passé pour pouvoir se propulser dans le futur. Mais pour ça, là, ça nécessite d'accueillir le moment présent. Oui, puis ça, c'est pas facile. La méditation aide. La méditation aide. Maintenant, on va y aller justement avec le deuil, parce qu'après la perte d'un être cher, un divorce, une séparation, quels sont les deuils abordés et vécus les plus communs auxquels tu dois peut-être faire référence dans ce que tu fais quand les gens vont te consulter? Ce que tu remarques le plus souvent comme deuil, parce qu'on peut aussi faire un deuil d'un endroit où on déménage, où tu as perdu, je sais pas, tu as perdu un objet, c'est une forme de deuil, mais dans les deuils les plus importants, lesquels sont les plus difficiles à gérer et que tu remarques les plus souvent dans tes consultations? Si on ne parle pas de deuil de personne, de décès, comme tu dis, là, moi j'ai tendance à dire que le deuil qui impacte le plus les gens, c'est le deuil relationnel. Une situation difficile avec un père, une situation difficile avec une mère, un enfant qui ne veut plus parler à ses parents, une amitié qui se rompt du jour au lendemain sans que tu saches pourquoi. Ça fait mal. Ça arrive souvent. Tu sais, ça, c'est des types de deuil relationnel. Tu peux pas vraiment expliquer la douleur que les gens traversent, mais plusieurs personnes se referment et restent seules avec ce qu'ils vivent. Ça a beaucoup d'impact dans leur vie. Ce qui m'amène à cette question-là, tu sais, c'est douloureux. Je veux dire, mais chacun a sa tolérance. Ça va aussi un petit peu avec sa personnalité. De pouvoir affronter plus facilement qu'un autre un certain deuil, que ce soit la perte d'un ami ou d'un être cher, ça va beaucoup avec la personnalité aussi. Ça va beaucoup avec la personnalité, mais des fois, on croit qu'on a réglé un deuil. Parce que le temps est passé. Ou parce qu'on a mis la souffrance en dessous. T'sais, on a mis la poussière en dessous du tapis. C'est ça, quand on relève un coin de tapis qui est similaire à ce que j'ai vécu, ça vient nous envahir. Donc, si on veut arrêter d'être envahi par quelque chose, par un deuil d'un proche, par exemple, on n'a pas travaillé le deuil comme tel, mais il va arriver un autre deuil qui va venir m'impacter, puis là, on ne comprendra pas pourquoi. Qui déterre l'autre. Ou je vais avoir des réactions. Supposons, mettons, qu'on est dans une relation conflictuelle avec ses parents.
puis qu'on a décidé de couper la relation avec ses parents parce que ça nous fait trop mal à l'intérieur de Oui, soi. mais c'est pas réglé. Ben, peut-être qu'un impact va arriver, puis que ça va te faire réagir aussi fort que ce que tu vivais avec tes parents. Puis là, tu comprends pas. T'es comme à fleur de peau sans le savoir. Exactement. Exactement. Fait que dans le fond, là, moi, j'accompagne pour aider les gens. Là, c'est juste de respirer, revenir droit, se centrer, puis être bien avec soi. Une petite question en passant. Est-ce que tu t'es intéressé aussi, disons, à des œuvres comme Freud et tout ça, pour arriver à te faire des idées? As-tu étudié des grands penseurs? Non, j'ai pas étudié les grands penseurs. Ça me fait sourire parce que les grands penseurs, c'est des termes qui sont longs, puis là, je m'endors là-dessus. Bon, c'est bien ça. Maintenant, une expression qui est typique dans ce que tu fais, s'apprécier soi-même pour ce que l'on est et ne pas remettre sa valeur dans le regard des autres, parce que là, on est mal pris, comme tu me disais en pré-entrevue. Mais moi, j'ai une question pour toi, classique. S'apprécier ne veut pas dire égocentrisme, mais à quel moment on tombe trop, justement, dans le soi-même, parce qu'on est à l'ère du focus on yourself, puis tout ça, mais à quel moment est-ce qu'on est vraiment dans l'équilibre? Parce que la ligne est fine entre trop s'apprécier et pas s'apprécier assez. À quel moment est-ce qu'on dépasse cette marge-là, puis que là, on est dans l'ego? Parce que tu en rencontres des gens de toutes sortes. Oui, on en a des gens. Tu vois ça, toi, là. J'ai déjà été... ça m'arrive d'être dans l'ego à certains moments, puis à d'autres moins. Mais je te dirais, présentement, je suis beaucoup plus dans ce que je dois être dans ma tête, là, parce que je suis davantage bien dans ma peau, davantage bien entre ce qui se passe entre mes deux oreilles, mais surtout, je suis capable de faire l'harmonisation entre mon cœur et ma tête. Et, juste l'équilibre entre les deux. Exactement, c'est ça qui est important. Et c'est plus difficile étant jeune. C'est plus difficile étant jeune. Puis, tu sais, ce qui est important, là, c'est pas parce qu'on s'occupe de soi qu'on est égoïste. Ça, pour moi, c'est très important de faire la nuance entre les deux. Quand je m'occupe de moi, c'est que j'essaye d'arrêter de m'oublier pour les autres. Quand je m'occupe de moi, j'essaye de m'apprécier à ma juste valeur au lieu de dépendre du regard des autres pour m'évaluer. Okay? Quand je dépends du regard des autres pour m'évaluer, c'est que je me donne le pouvoir sur ma vie. C'est pas moi qui l'ai, là. Je te donne le pouvoir de me dire, Claudine, t'es-tu bonne, t'es-tu fine, t'es-tu capable, t'es-tu Je te donne le pouvoir. Mais si moi, à l'intérieur de moi, je suis convaincue que je suis à la bonne place, ça vient de transformer quelque chose. Il y a des gens qui ont un long travail, un long processus que tu accompagnes, selon moi, que ça ne se fait pas en 3 consultations. Quand ça fait 40-50 ans que tu t'oublies, tu dois rencontrer des gens comme ça, que là, ça devient, ce sont des cas particuliers, difficiles à surmonter, avec un conjoint, une conjointe qui te tape sur la tête depuis 3 décennies. Parfois, c'est ancré et pas à peu près. Oui, c'est sûr que c'est ancré. J'ai des clients exactement comme ça. Fait que c'est d'oser aller à sa rencontre. Pourquoi je dis oser? Parce que souvent, les gens ont peur d'aller voir qui se cachent dans leur forteresse. Parce qu'ils ont peur de donner raison à toutes les croyances qu'ils ont alimentées dans leur mental. Tu sais, combien de fois tu entends dire « Ah, je suis pas bonne, je suis pourrie, je suis tombée niaiseuse, je suis faite pour un petit pain, je réussirai jamais ma vie de couple, ah ben pour le travail, je n'ai pas d'ambition, on a tous nos zones ici, on est plus fragile. Exactement. Fait que c'est d'amener les gens à entendre le discours intérieur qu'ils portent. Puis moi, dans le fond, mon rôle, c'est d'aider les gens à prendre quelques pas de recul pour avoir une meilleure perspective, puis voir les sentiers qui sont devant nous. Parce que des fois, quand on est trop collé... C'est un arbre dans le visage, tu vois pas la forêt. Exactement. Une petite question avant la pause. Parce que toi, tu vois des gens pleurer. En clinique, parce que tu vas gratter à l'intérieur, tu sais, où ils vivent des choses, ils vont te consulter. Selon moi, il y a 2 raisons principales pourquoi on pleure, disons, devant un défunt. Il y en a, c'est carrément par égoïsme, ça c'est typiquement humain, et ils pleurent pour ce qu'ils perdent. Et tu as des gens qui pleurent pour la bonne raison, c'est la compassion réelle. Tu vois quelqu'un, je sais pas moi, un membre de ta famille qui est mort, tu vas devant le corps du défunt, cette personne-là est morte d'un long cancer, mais tu as une certaine compassion, tu pleures de l'histoire de la personne. Mais toi qui vois toutes sortes de gens pleurer en clinique, ça doit être assez particulier par moment. Parce que tu côtoies aussi la détresse. Parce que c'est sûr que tu es très fier, comme je le dis souvent, l'influence positive que tu as sur les gens, mais il y a des moments où ça doit être quand même assez sérieux.
Mais tu sais, j'ai le goût de te répondre à ça. Oui, il y a des moments qui sont très sérieux, mais quand j'ai quelqu'un qui ouvre son cœur Il veut travailler. devant moi et qui se permet de me montrer ses émotions, Oui. je suis là à l'accueillir les bras ouverts. OK? Et souvent, tu serais surpris parce que les gens se jugent de pleurer, se jugent de montrer leur vulnérabilité, vont s'excuser de montrer leur vulnérabilité. C'est difficile aussi pour les hommes d'une certaine génération. Les hommes et les femmes aussi, je te dirais. C'est sûr que dans ma clientèle, j'ai majoritairement des femmes, ce qui vient expliquer que c'est plus difficile pour les hommes de venir même chercher un accompagnement pour trouver aussi leur propre liberté. Mais pour moi, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est de se permettre de s'accueillir parce que... Ça fait partie d'un équilibre. Oui. En fait, que tu pleures pour un deuil, que tu pleures pour une séparation, que tu pleures par un déménagement, une perte d'autonomie, mais c'est important de faire de la place à cette émotivité-là parce que si on met le couvert dessus, c'est là que tes mots, M-O-T-S, que tu ne dis pas, se transforment en mots, M-A-U-X, dans ton corps. Tu comprends? On appelle ça aussi l'effet presto. Oui. Retiens tes désagréments qui deviendront une rage, puis ça va te sauter. As-tu déjà vu un presto? Ben oui, dans le temps des années 70-80, tu fais du presto? Ça fait un beau, une belle explosion. Hein? Je l'utilise souvent comme exemple avec mes clients. OK, ben c'est bien. On va prendre une petite pause, ma chère Claudine. Ça va bien, c'est vraiment fort intéressant. Je vous rappelle que nous sommes en conversation avec une thérapeute qui influence les gens vers le mieux-être, Claudine Billier, dans le cadre de notre émission Bâton Rouge Live. Maintenant, je vous parle de nouveaux partenaires à se joindre à l'équipe justement de Bâton Rouge Live. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez et recherchez les choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web www.laboîteafolie.com. Donc, situé aux Galeries Rive-Nord, au 100 boulevard Brien à Repentigny, la boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, avec le déconfinement, tout revient à la normale tranquillement, pas vite, les commerces, ainsi de suite. Et pour les gens, disons, qui veulent reprendre l'entraînement, moi je vous parle d'un gym tout à fait particulier qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym. Une très belle salle de musculation. On peut y pratiquer tous les sports de combat. Beaucoup d'expériences vous attendent sur place. On répondra à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, bien, le propriétaire qui est entraîneur sur place, Yves Jabouin, que je salue, a 31 combats MMA en carrière, et ça veut tout dire. Donc, le TriStar Gym, ambiance et compétences, l'adresse, le 530 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, je vous parle d'un de nos commanditaires les plus importants ici, soit le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable, et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et ce n'est pas tellement dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, Pixel, l'incontournable, quand on parle d'imprimerie, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Claudine, question philosophique et d'actualité. Je vais peut-être me répéter sur ce que je t'ai dit, mais je veux t'entendre là-dessus. Nous vivons dans un monde de plus en plus de performance. Merci au système capitaliste. Et trop souvent axé sur l'image personnelle ou d'entreprise. Et dans cette ère du self-promotion, d'autres disent le focus on yourself. Quelle est la limite et la fine ligne entre trop s'apprécier, justement, juste avant la pause, tu en parlais, pour peut-être guider les gens à dire, gars, c'est correct, c'est bien, tu ne te prends pas pour un autre, tu n'es pas dans l'ego. Mais c'est quoi? Y a-tu une balise? Y a-tu quelque chose, une phrase clé que tu aurais? Tu dis, tu es dans la bonne voie, ça va bien, tu ne penses pas trop à toi, tu t'apprécies. Y a-tu une délimitation, comme on pourrait dire? Mais dans mon jargon à moi, là, ou dans mes expériences de vie, quand c'est de l'égoïsme, pour moi, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Mettons, je te donne un exemple, dans un voyage organisé, OK? Pour moi, quelqu'un qui est égoïste, c'est la personne qui va se dépêcher à rentrer le premier dans l'autobus, qui va toujours s'asseoir à la première place choisir sa avant, place, qui va avoir le panorama pour lui, qui ne pense pas aux autres derrière ou qui ne pense pas à partager. Très bon exemple. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui est égoïste, c'est que ce soit au restaurant, que ce soit dans les boutiques, acheter la meilleure auto, tu sais, pour que ça fasse du flash. Oui. OK? Pour moi, c'est ça.
quelqu'un qui se... Prendre la parole en public tout le temps, pas laisser les autres parler. Exactement. Même si tu n'as pas un bon point de vue. Exactement. Puis que, tu sais, que tu vas prendre la parole de l'autre qui est en train de parler. Tu n'as pas d'écoute, tu n'as pas l'attention à l'autre personne qui est en face de toi aussi. Et que j'aurais tendance aussi à dire que ça peut être aussi quelqu'un qui... Il n'y en a pas de problème, c'est la faute des autres. S'il se passe de quoi... Dans sa vie, ou tu sais, lui, il n'en a pas, ou elle n'en a pas de problème. Fait que tu sais, dans ce temps-là, pour moi, ça fait un peu plus de recul. De toute façon, c'est pas ce type de clientèle-là qui vient travailler avec moi. Les gens qui veulent travailler avec moi, c'est parce qu'il y a une vibration entre eux et moi. Ah ben oui. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, je donne beaucoup de conférences. Ben, si tu me permets, ce qui me fait penser, les invités que j'ai, habituellement, que ce soit même des vedettes ou des chefs d'entreprise comme toi, c'est parce que le courant a passé assez rapidement. Quand ça gosse, ou que tu sens un certain snobisme ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas et là, tu n'es pas dans les relations gagnant-gagnant. Toi, quand je t'ai contacté, ça n'a pas été long, puis tu semblais très enthousiaste, puis tu vois, le courant passe, c'est vraiment fort intéressant. Puis il faut savoir écouter ça. Oui. Dire, ça ne donne rien, c'est comme un jeune homme qui veut courtiser une jeune femme. Je veux dire, si tu t'assois avec elle, puis ça fait 30 questions que tu poses, elle ne te regarde même pas et elle t'a pas posé une question. Je pense pas que c'est la tienne. Tu sais. Non. C'est la même affaire, tu sais, dans le fond, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui cherchent un accompagnement, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ce qui est important, c'est que ça résonne avec cette personne-là. Ça, pour moi, c'est le premier critère. Puis aujourd'hui, là, on est chanceux. On peut se faire voir sur les réseaux sociaux. Ben oui. Donc, on est présent. En tout cas, moi, je suis très présente. Je donne des trucs. Je suis généreuse. Oui. Et je te dirais que qu'est-ce que les gens retiennent de ce que j'ai à offrir? C'est mon parcours. J'enseigne aussi à des naturopathes, là, les bases de la connaissance de soi. Ça. Mais en fait, ce que je transmets, c'est à partir de mon histoire. Et ça à partir reste. de ce que j'ai, moi, transformé. Et les gens me disent, ok, mais ça a pu faire ça. C'est moi comme ils ont aussi. un témoignage en même temps que ça fonctionne. Oui. C'est pas juste auto-proclamé, je peux t'aider, t'es passé par là. Non. Puis tu sais, quand j'enseigne, je fais aussi du coaching de groupe. Fait que quand je fais du coaching de groupe, ben mettons que tu fais partie d'un de mes groupes, tu vas me partager comment a été ta semaine. Quand j'aurais besoin d'aide, je pense que je moi, passerais je vais du temps travailler avec toi, tu comprends? Ben oui. Et là, en groupe, j'enseigne au fur et à mesure ce que je peux te montrer. Ben oui. Pour que tu puisses, toi, dire « Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça. » Mais les autres le voient. Mais je le fais avec chacun. Puis même moi, si je vis quelque chose en direct, je vais le dire. OK, là, pour moi, là, actuellement, il y a un petit saboteur qui s'est présenté. Ouais. OK, en temps normal, je ferais ça. Mais je vais venir voir qu'est-ce que je vis précisément pour pouvoir venir chercher le besoin. Tu sais, fait que je montre. C'est vraiment un enseignement live. Question suivante. Quand on parle de croyances négatives ou qui nous limitent, exemple, on en parlait tantôt, se penser être né pour un petit pain, je n'ai pas de chance, les phrases classiques. Pourquoi les choses sont ainsi? Moi, j'ai inscrit que c'est une question de caractère. Ça peut se développer. Tu peux développer ton caractère aussi, ça va t'aider. L'éducation, des parents dénigrants, il n'y a rien de pire parce que là, je veux dire, c'est depuis ta tendre enfance, fait que ça va pas tellement bien. Les épreuves aussi difficiles et non surmontées. Selon toi, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les explications pourquoi on pense être né pour un petit pain? Bien, il y a beaucoup de croyances qu'on a reçues de génération en génération, par exemple, là, pour venir pour un petit pain. Là. Disons que c'est une mentalité que je pense qui est assez répandue parmi nos ancêtres. Certainement. Mais au niveau des croyances, tu sais, c'est comment toi, tu as perçu ton environnement en étant petit. Parce que c'est vrai que les croyances, ça s'installe vraiment en bas âge. Donc, comment ça a été avec l'autorité? Comment ça a été avec tes confrères et consoeurs de classe? Est-ce que tu as vécu l'intimidation, de l'humiliation? Oui. Est-ce que tu as vécu de l'insécurité? Est-ce que tu as vécu de l'abandon? Comment ça s'est placé quand tu as voulu aller demander à ta mère, par exemple, un cornet, puis elle n'avait pas le temps, puis là, tu tires sur sa robe, puis elle n'a pas le temps, mais là, à un moment donné, tu comprends que tu n'es pas important. Fait que tu as peut-être généré une croyance que tu n'es pas important. Et quand tu es plus jeune, tu n'es pas préparé à ça. Non. Parce que c'est sûr que ce que tu vas dire de négatif à quelqu'un, mettons, de notre âge, n'a pas le même impact que sur un jeune de 5 ans ou de 15 ans. Non, effectivement. Puis tu sais, on peut être 10 dans la même famille, puis il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Et c'est ce qui fait qu'on est différent. Oui.
Donc, on peut avoir... On est différents? Oui, Okay. on est tous différents. Ben oui. 77 milliards de personnes sur la Terre. On a la qualité d'être tout le monde différent. 7,7, oui. Ah, c'est ça. On a toute la qualité d'être différents, imagine. Oui. Question suivante, question de passion. L'humain est un être qui pourrait s'apparenter à un walkie-talkie. Il émet et reçoit des ondes, et ce, constamment. Il est à la recherche de ces ondes, justement. Certaines personnes semblent meilleures pour les recevoir, d'autres en émettent beaucoup. Et ces ondes-là, tu les ressens beaucoup quand tu es dans la position qui te convient, comme tu le disais si bien tantôt. Aurais-tu un indicatif que tu pourrais dire aux gens, ben là, tu vis vraiment ta passion, là, ça c'est le signe numéro 1. Signe numéro 1? Le signe numéro 1, tu dis, ah, cette personne-là est vraiment heureuse. Disons dans ses fonctions, on va laisser faire le couple professionnellement. Tu sais, moi, je peux te dire que ce que je fais, là, je suis heureux. Mais le premier signe, tu dirais, c'est quoi? Bien, il est très visible, le premier signe. Le meilleur guide vers le bonheur, finalement. Regarde tes yeux, la brillance de tes yeux. En tout cas, moi, quand je suis là-dedans, j'ai pas juste les yeux brillants, j'ai des grands... Ben là, moi, mes yeux brillent parce que je te trouve fine. Ah, t'es gentil. Mais tu sais, même les yeux vont s'agrandir et il y a un éclat qui est là. C'est ça. C'est magique. Moi, quand je vois la transformation, je dis, OK, là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est transformé et qu'il n'y a pas de retour en arrière. T'sais. Parce que si je vais juste 2 secondes sur les croyances, les croyances limitantes, pour moi, s'ils ne sont pas travaillés, c'est comme des croyances élastiques. Donc, tu veux avancer, mais la croyance te ramène vers l'arrière. Donc, c'est important de pouvoir transformer ces croyances pour se propulser. T'sais. Fait que... c'est essentiel. Puis moi, je m'amuse avec ça, transformer les croyances. S'il y a quelqu'un qui veut transformer une croyance, c'est une rencontre. On est capable de la faire. Et j'indique comment l'implanter pour que ça ait du succès au niveau de notre cerveau. Ça, c'est magique. Là. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail de coaching, là, de pouvoir outiller les gens d'une rencontre à l'autre pour qu'ils puissent maintenir le changement qu'ils ont entrepris. C'est fabuleux, fabuleux. Les croyances sont élastiques. Toi, tu es là pour bonifier, monter la cote des gens. Mais comme tu me le disais, les changements radicaux, ça ne fonctionne pas nécessairement. Non. On ne peut pas passer du blanc au noir dans ces croyances limitantes pour arriver à une croissance personnelle. Tu me dis quoi sur ce processus qui parfois peut être quand même assez long pour que les gens ne pensent pas pouvoir changer du tout au tout là, en un tour de main? Parce que ça demande un travail, surtout si ça fait 30-40 ans que tu te limites. Tu me dis quoi là-dessus? Ça demande un travail, puis moi, je vais te répondre vraiment dans ma spécialisation de coach en neurosciences. Oui. C'est que le cerveau n'adhère pas à aucune radicalisation. Essaye de perdre du poids. Mettons que tu perds du poids 20 livres en 2 mois. Oui. OK, ça se fait, c'est correct. Sauf que le cerveau, ça se peut qu'il soit en résistance après, puis que ça revienne, puis que tu reprennes beaucoup plus. T'as faim. OK. Mais que tu reprennes beaucoup plus que qu'est-ce que tu as perdu. Parce que là, il y a une résistance au niveau du cerveau. Oui, tu es capable d'être motivé pendant un certain temps, mais après ça, ça peut lâcher. Donc, ce qui est important, c'est vraiment reconnaître chacun des pas que l'on fait. Hein? Puis des fois, il faut faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, en redescendre 2, 3, puis après ça, remonter pour avoir une meilleure montée. Fait que ça, c'est vraiment important. Le cerveau adhère à des petits changements. 1 pas à la fois. Et j'aurais aussi tendance à dire, osez sortir de votre zone de confort. Ben oui. OK? Osez faire des souvent choses le problème. différentes. C'est souvent le problème. Parce que là, on est dans la chaise berçante. Oui. Puis, quand on sort de notre zone de confort, juste de changer notre routine du matin à tous les matins, bien, on maintient notre cerveau alerte, en activité, puis on crée de nouveaux neurones. C'est ça. Fait que c'est magique, ça. La puissance des mots, l'autosuggestion, finalement. Nous sommes bousculés par le temps. Le conseil premier de base que tu donnes aux gens qui veulent se retrouver, si on s'est perdu, en une phrase ou 2, tu dis quoi? Bien, oser prendre le téléphone, oser faire le premier pas pour dire, bien, j'ai besoin d'un accompagnement, puis je pense que tu peux m'aider. C'est bien dit. Ça, je pense. Tu es également auteur? Oui. Avant que tu me montres quelque chose, moi, je veux te parler de ça. Oui. C'est,
Je crois que tu l'enseignes. Ben oui, j'enseigne le pouvoir de l'intention. Pour les gens, là, ça c'est un premier pas. Si vous pouvez trouver ce livre-là, Le pouvoir de l'intention, d'un monsieur qui est décédé il y a quelques années, Wayne W. Dwyer, qui était docteur. Moi, personnellement, c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence sur ma vie. Et toi, tu es auteur également. J'aimerais que tu me parles de ce volet de ta carrière, parce que nous sommes un peu bousculés par le temps. Qu'est-ce que tu as écrit? Ben moi, en fait, ça me fait plaisir de te présenter Sur le chemin de Mathilda. Okay. Et un pas à la fois. Donc, comme les alcooliques, finalement. Peut-être. Mais oui. comme plusieurs choses, en fait, parce que tu peux pas changer. Tu sais, je peux pas m'imaginer être dans l'ombre puis après être dans la lumière. J'ai à traverser toutes les étapes pour pouvoir être dans la lumière par après. Mais c'est la même chose. En fait, ici, je décris un personnage et les lecteurs ont la chance de voir le personnage mieux qu'elle se connaît dans la première partie. Et j'ai placé mon personnage principal au camp de base de l'Everest. Donc, quand elle marche c'est comme un roman en même temps. Oui, c'est un roman initiatique, des trucs de développement personnel. Fait que les gens peuvent l'utiliser comme un roman ou ils peuvent l'utiliser comme guide de développement. On va le montrer à l'écran. Le chemin de Mathilda. Maintenant, je vais poursuivre. 2-3 petites questions rapides. Qu'est-ce qui fait un bon coach de vie? Moi, j'ai marqué comme ça, vouloir aider à progresser, la bonne écoute, avoir du vécu et le classique, aimer les gens. En quelques phrases, tu résumes ça par quoi? Être un bon coach de vie, c'est quoi? Ben, être encadrant, avoir de la bienveillance, aucun jugement par rapport à tes clients, les prendre où ils sont, puis les amener à se dépasser. Fait que c'est vraiment tout dans la posture de coach, mais beaucoup dans l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir bien le refléter. Ben, finalement, c'est une vocation, ce que tu fais. Oui, c'est une vocation. C'est-à-dire, si tu n'es pas animé d'un aspect spirituel voulant aider, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Puis tu sais, qu'est-ce qui est très aidant dans un rôle de coach, c'est aussi d'observer le non-verbal. Oui. Parce que le non-verbal dit si tu es à l'encontre de ta parole dite. Oui. Donc moi, je montre les... oui, quelqu'un qui se dit ouvert, mais il croise continuellement les bras ou il ne te regarde pas dans les yeux. Exactement. Ou quelqu'un qui me partage quelque chose de difficile, puis là, oups, il est en train de reculer. Ben, je vais le montrer qu'il est en train de reculer. Parce que là, il se cache des petits trésors dans ces non-verbales-là. Là, c'est incroyable. Question dans les gens, à peu près la dernière question, dans les gens qui te consultent, comme je le disais précédemment, tu vois toutes sortes de choses. Il y a des gens dont l'orgueil est étouffant. C'est ça qui les empêche de progresser également et d'aller creuser dans leur bébite et de vouloir progresser. Des fois, c'est une question d'orgueil aussi. Non, moi, j'ai pas besoin de ça, exemple. Mais il ne sera pas assis devant moi. C'est ça. Tu les flaires, ceux-là? Tu en vois des fois? Il ne viendra pas, parce que s'il dit c'est pas pour moi, il ne prendra pas rendez-vous. Non, mais c'est parce que, par contre, dans quelques occasions, c'est peut-être un conjoint, une conjointe qui pousse l'autre à te consulter. Ben, ils vont venir, ils peuvent venir. Ouais, là, à ce moment-là, c'est que les gens vont faire une rencontre. Okay. Mais tu sais, j'offre aussi un appel exploratoire gratuit. Fait que là, ça permet aux gens de voir, OK, est-ce que j'ai besoin des services de Claudine ou est-ce que ça fit avec Claudine? Parce que ça se peut que quelqu'un me contacte et dise, non, finalement, c'est pas l'énergie que je veux qui va aller vers quelqu'un d'autre, tu comprends? Oui. Fait que ça peut être un bon outil pour voir, OK, est-ce que c'est un service que... non, tu comprends pas. Claudine, merci. Merci d'avoir été des nôtres et au nom de tous ceux que tu as guidés vers le mieux-être et la prospérité et tous ceux à venir. C'est vraiment fort intéressant. On va se reprendre. Ça, c'est bien certain. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et je suis certain, et c'est une phrase que tu emploies, que j'emploie aussi, on en a parlé. Si on a influencé une seule personne, ben le job est fait. Merci d'avoir été des nôtres. Tu peux rester assise avec moi. Peut-être je vais parler avec un ou deux commanditaires en terminant. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et longue vie à ton entreprise. Merci. Parce que tu fais beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci Claudine. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Moi, je vous recommande un endroit qui est vraiment surprenant. Vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est vraiment l'endroit idéal, spécialement si vous aimez la musique. Vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. On parle ici du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. C'est un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, un bar, un restaurant, une boutique. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver. Pas dur à trouver, c'est dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny qui est situé au 358 Notre-Dame et les réparations sont faites sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, je vous parle d'une très belle boutique à Repentigny, située au 148 Notre-Dame, soit la zone vêtements de sport et classiques. Comme je vous le dis, c'est une super belle boutique, beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Et je vais vous en nommer quelques-unes, soit Lacoste,
pour les vêtements et les souliers. Il y a le classique Timberland. Une nouvelle marque aussi, Koala, pour des choses qui sont en vogue. Vraiment, c'est une très belle marque qui offre de très beaux vêtements pour des jeans, des t-shirts pour hommes notamment. Et le fameux Ed Rush, qui vous propose aussi de magnifiques chandails. Ici Stevie Ray. Merci Claudine. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.